Oui, merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas eu le temps de me pencher dans le détail de ce texte volumineux, mais comme je travaille déjà sur entrée et sortie, c'est un complément. Donc c'est le deuxième volet des frontières intelligentes. Moi, rien que le terme, ça me donne des boutons, excusez-moi. Je ne sais pas ce que c'est que des frontières intelligentes. Je sais que c'est très à la mode, tout devient intelligent. Plus on supprime l'intervention humaine et plus on est intelligent. Moi, j'ai plutôt tendance à considérer le contraire, c'est que l'intelligence, elle est d'abord humaine. Mais au nom du droit à la sécurité, effectivement, on démultiplie les usines à gaz. En fait, de quoi s'agit-il? D'une autorisation de voyage, mais de fait d'un visa qui ne dit pas son nom. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une autorisation de voyage pour quelqu'un qui cherche à rentrer sur le territoire? C'est un visa. Une autorisation de voyage, c'est un visa. Donc on rétablit sans le dire, avec un peu plus de souplesse, mais quand on voyage un petit peu à travers le monde, on sait qu'il y a des visas qui sont délivrés très facilement, y compris dans les aéroports. Donc on rétablit des autorisations de voyage pour les gens à qui on va libéraliser les visas. J'avoue que je ne comprends pas tout, la logique qui est en train de s'opérer. On va connecter l'ensemble des données en préalable pour vérifier. Donc, d'une certaine façon, c'est encore pire que dans le système d'entrée et de sortie, puisqu'on n'a pas l'interconnexion d'entrée et sortie. Ou alors, il y a quelque chose qui m'a échappé. J'espère que nous allons doter les UELISA des moyens substantiels qui sont nécessaires à mettre en avant tout ça. D'autant plus que cette interconnexion des bases de données, il faudrait qu'on soit sûr que ces bases de données sont efficientes. Or, nous savons que tel n'est pas le cas. Nous savons que nous avons un problème de coopération des États membres pour que ces bases de données soient véritablement efficientes pour la sécurité de nos concitoyens, puisqu'il paraît que c'est la sécurité de nos concitoyens qui est à l'origine. Et que la question clé demeure la coopération des États membres par rapport à ce type de système, pour être gentil. Alors visiblement, là, contrairement à entrée-sortie, on n'a pas la coopération avec les pays tiers et je m'en réjouis. Tout comme l'accès des autorités répressives est effectivement moins facilité. J'ai une autre interrogation, c'est qu'on met en avant le chiffre d'1,4 milliard. C'est juste pour nous faire peur. 1,4 milliard, c'est les personnes qui peuvent venir. Ce n'est pas ceux qui vont venir. Donc, ça serait peut-être bien qu'on évalue à minimum le nombre de personnes qui sont concernées. Parce que 1,4 milliard, ça, c'est un chiffre facile. Donc, Monsieur le Président, vous nous avez dit que c'était un texte prometteur. Je pense, oui, qu'il est prometteur. Il est prometteur pour les atteintes aux droits. Peut-être qu'il y a eu un problème d'interprétation, mais moi, c'est ce que j'ai eu en interprétation. J'étais un peu étonnée dans votre bouche, Monsieur le Président. Mais je reprends néanmoins la formule. Je crains que ce texte, je la sors de votre bouche et je la reprends dans la mienne, je crains que ce soit un texte prometteur pour les atteintes aux droits fondamentaux. Et je crois que nous avons un travail à faire et j'ajoute ma voix à celle notamment de Sylvie Guillaume et je crois de vous, Monsieur Després, pour la demande d'études d'impact. Parce qu'on nous met en avant l'urgence, c'est toujours ce que nous met en avant pour nous forcer à examiner les textes de façon accélérée, pour des textes dont la mise en application n'aura lieu qu'en 2020, au mieux, s'il n'y a pas de retard. Donc je pense que nous aurions le temps d'avoir une étude d'impact à minima pour savoir où nous allons avant de continuer la fuite en avant des textes répressifs. Parce que pour moi, c'est un autre texte répressif qui s'ajoute à la pile déjà importante que nous avons en la matière.